Au début, c'était Ouais. juste un gars. Plus tard, 8 ans plus tard, on devient associé et on crée une entreprise qui faisait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors que là-bas, c'est un peu plus dur. C'est-à-dire que t'as pas le choix que de négocier ou de t'en sortir. Pendant 6 mois, on cartonne, on rentre des mandats par centaines. 6 mois plus tard, on a 700 mandats. Les techniques que j'ai développées avec le temps dans l'immobilier ont fait un peu ma renommée dans le domaine. Et après, dans le business, c'est pareil. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel. Daniel, bienvenue. Salut. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Daniel Adjar, je suis spécialiste du développement commercial. Je prends les entreprises, je leur fais développer le chiffre d'affaires. C'est un beau projet. Alors, tu vas nous expliquer pas un projet, comment hein. après. Est-ce que tu veux nous présenter d'abord ton parcours? Parcours. Je suis arrivé en France il y a 25 ans à peu près. Ouais. Je parlais même pas français. Ah, J'ai t'as appris le français à ce ici. moment-là. Donc imagine bien, pour faire ce que je fais aujourd'hui, il faut maîtriser la langue. Ouais. Et je maîtrisais pas. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai ouvert une boîte de formation avec un ami. Ouais. On s'est installé la première année. Donc on plaçait des formateurs dans des boîtes. Et alors, comment j'ai commencé? J'ai commencé dans l'immobilier. Comment ça s'est Ouais. passé? Le gars à qui je louais le bureau, il venait tous les mois demander son chèque. Normal. Normal. Mais il y avait la possibilité d'envoyer des virements. Ouais. Mais lui, il aimait pas ça. Ok. Lui, c'était un marchand de biens. Et tous les mois, il venait demander son chèque. Et comme il était un peu plus jeune que moi, on sympathisait. Tous les mois, on parlait, on allait boire un café. Ouais. Un an plus tard, on a fermé la boîte. Pour 25 000 raisons. Mais on a fermé la boîte. Et je savais que je fermais la boîte. Et lui, c'était pile poil le jour où il devait récupérer son chèque. Il vient récupérer son chèque et je lui dis, dis-moi, il n'y a pas quelque chose à faire en France d'intéressant? Moi, j'étais en France que depuis un an. Ouais. Et lui, il était marchand de biens. Et il me dit, Daniel, je t'ai vu arriver depuis que t'es arrivé, je t'ai vu développer la boîte, t'étais tout seul, maintenant t'as 15 personnes qui travaillent, t'as développé des commerciaux, ça marche très bien, etc. Viens, on bosse ensemble. Lui, il savait pas que j'étais en train de fermer la boîte. Ouais. Viens, on bosse ensemble. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Viens, on ouvre une agence immobilière. Je dis, mais moi, j'y connais rien en immobilier. Moi, je suis un commercial, Ouais. je sais vendre, je sais recruter des gens, je sais les former, mais j'y connais rien en immobilier. Ouais. Il me dit, t'inquiète, c'est pas très compliqué, il suffit que les négociateurs rentrent un mandat par mois, un mandat par jour, et ça ira. Ah Je ouais, dis, mandat c'est par jour, tout? c'est une belle moyenne. C'est tout? Ouais. Ok, ben, comment on fait pour rentrer un mandat? Ben, écoute, je leur explique ci, ça. Ok, d'accord. Le lendemain, ou quelques jours plus tard, on ouvre l'agence, je recrute une dizaine de commerciaux en quelques jours, je les forme à faire des ventes, Ouais. pas de faire des ventes, Là, excuse-moi, déjà à prendre des récupérer mandats, les mandats, ouais, récupérer c'est les ça. mandats. Pendant 6 mois, on cartonne, on rentre des mandats par centaines. 6 mois plus tard, on a 700 mandats. À ton avis, combien j'ai fait de ventes sur 700 mandats? Je sais pas, 500? Ok, zéro. Zéro? Zéro. Et moi, ça m'a tué. Je dis, c'est pas possible, ta technique de un mandat par jour ne sert à rien. J'y crois plus en ton truc. Par contre, j'ai kiffé l'immobilier. Ouais. Alors, je dis à toute l'équipe, écoute, je vire tout le monde, je vais ouvrir ma propre agence et je vais développer mes propres méthodes. J'ai pas envie de faire ça. Je trouve que ça, c'est pas le bon système. Ouais. Donc, je récupère un gars qui s'appelait Tony à l'époque. Il a continué à bosser avec moi. Et pendant 2-3 jours, on épluche tous les 700 mandats. Ouais. Maintenant, j'y connaissais rien à l'immobilier à l'époque, hein. Rien du tout. Je pensais connaître, j'y connaissais rien. Et donc, on épluche chacun à son tour les mandats on avait 700. On les épluche un par un. On appelle, bonjour, on a pris le mandat il y a 2-3 semaines, on se fait insulter, on se fait raccrocher au nez, alors qu'on les avait pris les mandats. Et à un moment donné, je me dis, il y a un vrai problème, c'est quoi ces mandats de merde qu'on a pris? Ça peut pas marcher comme ça. Jusqu'au 699e, il y en a un qui me répond. Et ce gars, il avait un studio. Il s'avère que ce gars-là devient mon associé pour créer une boîte beaucoup plus tard, un réseau immobilier, 8 ans plus tard. Par hasard complet. Au début, c'était Ouais. juste un gars. Plus tard, 8 ans plus tard, on devient associé et on crée une entreprise qui faisait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Bravo. Mais ça, c'était 8 ans plus tard. Au départ, j'y connaissais rien. Ouais. Et ce gars était un investisseur. Il achetait des biens toute la journée, enfin autant qu'il pouvait. Et il avait plein de produits qui servaient à rien, il voulait les vendre. Et donc, il avait un immeuble tout pourri dans le 18e. Ouais. Et j'y connaissais rien encore. Je savais faire du business, je savais négocier, je savais vendre. Mais je savais pas vendre un bien immobilier, je n'avais jamais fait encore. Et on se parle au téléphone et je lui dis, il me demande, ouais, alors je lui dis, ça se vend pas ce bien, ça fait 3 mois qu'on a le mandat et il se vend pas. Alors il me dit, mais à quel prix vous pensez qu'il va se vendre? Je dis, j'en sais rien, comment voulez-ce que je sache? J'ai jamais visité, il faut qu'on se voit. Bah oui. J'en sais rien. Ah oui, tu prenais les mandats sans visiter? Moi, non, les négos, oui, mais moi celui-là, je l'avais pas vu. Ouais. Il dit, je vous appelle parce que ça fait 3 mois qu'il se vend pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi je lui dis, écoute, en termes de prix, je peux pas savoir, j'ai pas eu d'appel encore. À ce prix-là, à 120 000, ça se vendra jamais, j'en suis certain. Ça fait 3 mois que le téléphone ne sonne pas. Ouais. Ce que je vous suggère, c'est laissez-moi travailler le prix et je vous dirai. Dès que le téléphone sonne, je vous dirai c'est à quel prix, ça pourrait être intéressant.
Cette technique que je venais de mettre en place au téléphone est devenue mon arme fatale. J'ai créé un document qui s'appelle le Mandao 7 ans plus tard, qui me permet de travailler sans prix. Ok. Donc, c'est une révolution dans l'immobilier en soi. Mais au départ, je savais pas ce que j'étais en train de créer. Donc, je dis, vous inquiétez pas, attendez, je vous tiens au courant. Je commence à baisser le prix. Donc, de 120 000 euros, on se retrouve à 90 000 euros. Et je commence à avoir des appels, etc., etc. On me fait une offre à 60 000. Je vais le voir pour la première fois, le rencontrer, ce gars-là. Ouais. Et on fait la vente à 75 000. Ouais. Le mec, il a kiffé ma démarche. Il a kiffé mon travail. Il m'a dit, il faut qu'on fasse des affaires ensemble. Je dis, pour l'instant, la seule chose que je peux faire, c'est continuer à vendre tes produits. Ouais. Et j'ai vu qu'il avait une liste de plein de biens, de chambres de bonne, de petits studios dégueulasses, etc. Et cet immeuble. Je vends le studio et il s'avère, en amenant l'architecte, etc., qu'il y avait une fissure dans tout l'immeuble. Et d'un coup, impossible de vendre le studio, mais je commence à travailler sur un autre plan, sur ça. Je commence à vendre à la découpe et on commence à ramener les travaux, les architectes. Et d'un coup, pendant 2 ans, je travaille juste sur cet immeuble. J'ai vendu chaque appartement 3 ou 4 fois. À des prix défiant toute concurrence, parce que comme il était à détruire, donc il y a des marchands de biens qui voulaient bien le payer à 1000 balles le mètre carré, attendre la destruction, etc. Ok. Donc les marchands de biens, ils venaient, ils achetaient, ils le revendent à un autre marchand de biens, qui revendait à un autre marchand de biens, et chaque bien, je le vendais 3-4 fois. J'ai gagné une tonne de fric grâce à cette affaire-là, qui au final a été détruite et toute partie à la poubelle. La seule personne qui a gagné de l'argent sur cette affaire, c'est moi. Toi. C'est moi, le truc. Au final, tout était insalubre, etc. Au final, ce gars-là est devenu mon associé plus tard, pendant quelques années plus tard, parce que j'ai vendu toutes ces affaires. Il y en avait une centaine, des petites chambres de bonne qui marchaient pas. Et au final, j'ai développé mes propres techniques de vente dans l'immobilier. Avec ça, j'ai ouvert des réseaux immobiliers, j'ai ouvert des agences immobilières et j'ai passé ma vie à recruter des commerciaux, à les former. Avec le temps, j'ai développé des services autour de la formation sur l'immobilier, autour de la formation pour les entrepreneurs, parce que la vente, c'est la vente. La différence entre prendre un mandat ou s'il y a un contrat, c'est pareil, sauf nous, on vend des trucs à 200 000, 400 000, 600 000, 1 million. Et il y a des gens qui vendent des bouteilles d'eau à 1 euro. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de vendre un appartement ou un immeuble. Et donc, les techniques que j'ai développées avec le temps dans l'immobilier ont fait, disons, un peu ma renommée dans le domaine. Et après, dans le business, c'est pareil. Au final, j'ai développé plusieurs activités. J'ai développé des clubs d'affaires. J'ai développé un service qui vend des fonds de commerce pour les agences immobilières qui savent pas vendre des fonds de commerce, qui s'appelle FDC Pro. J'ai créé une radio qui s'appelait Capitch, qui s'appelle toujours Capitch, mais c'est plus en mode radio, c'est plutôt sur YouTube. Et ça marche très bien aussi. J'ai créé une boîte qui s'appelle Capitch, donc l'école pour les entrepreneurs. Et une boîte qui s'appelle Force de Vente, c'est celle que je fais évoluer maintenant, où on propose à nos clients de trouver leurs clients. En gros, on prospecte à leur place, on démarche sur place, comme tu fais. Exactement. On fait du closing aussi, on fait de la prospection digitale, on fait de la création de contenu sur les réseaux, on cherche à développer leur personal branding, on fait tout ça en même temps. Voilà. Et aujourd'hui, ça marche tout. Ça, je suis d'accord avec toi, ça marche très bien. Parce que la promesse numéro 1 que tout le monde a, c'est j'ai besoin de clients. On leur dit, et on te les amène. Et tout le monde galère à en trouver. Donc si toi, t'es bon derrière pour leur trouver, personne n'a de raison de rompre ton contrat. Hein. Et c'est ce qui me rend fou, c'est que la majorité des boîtes qui nous sollicitent ne savent pas vendre. Ouais, mais je pense qu'on est dans une mentalité ou une culture où on ne sait pas vendre. On n'a pas compris, ne serait-ce que ce qu'est la vente. Je pense qu'ils n'ont pas compris, mais mis à part ça, c'est tabou. C'est comme, il y a des gens qui me disent, ah, j'ose pas demander de l'argent, ou j'ose pas demander trop, ou j'ai peur que le client soit pas satisfait, ou mon produit il est pas parfait, alors j'ai pas envie de le vendre à ce prix-là, alors qu'ils pourraient le vendre plus cher. Et il y a plein de barrages qu'ils ont les gens dans leur tête que je comprends pas. Non, c'est vrai, ils savent pas vendre. Ils savent pas vendre, ils savent pas prospecter, ils savent pas démarcher. Quand tu dis, encore une fois, il y a quelques jours à peine, je dis à quelqu'un, il faut que tu sois sur TikTok. Non, TikTok, c'est pour les gamins. Il faut que tu sois sur Facebook. Non, Facebook, c'est éphémère. Il faut que tu sois sur YouTube. Ben, j'ai pas que ça à faire. Je suis pas un gamer. Donc, les gens, ils ont aucune connaissance de comment se marketer, comment marketer leurs produits. Ils savent même pas ce que c'est Google faire de la pub. Ils savent pas ce que c'est faire de la pub sur TikTok. Ils savent rien du tout. Ils savent pas envoyer de mails. Ils pensent que l'IA est là que pour rédiger des mails. Ils comprennent rien. Et c'est tout un chemin, ça. J'ai beau parler à des tonnes de gens comme toi, à des professionnels, on a tous les mêmes problèmes. Les gens comprennent rien. Ils comprennent rien. À outils, tu viens sélectionner les trucs, mais ils comprennent rien. Si ça marche pour l'un, il y a des chances que ça marche pour toi quand même. Ouais, mais ils comprennent pas. Donc, je pense qu'on a plus de travail dans l'éducation des clients à combien la vente c'est important, plutôt que de faire les ventes à leur place. Mais ils savent pas. Donc, il y a de la formation qui fonctionne très bien aussi. Mais ça aussi, ça marche pas non plus. Moi, je pense que en fait, c'est une mentalité. Ouais. Il y a plein de gens qui sont pas nés avec le principe de faire du business. Ils ont pas ni la valeur de l'argent, ni comment trouver l'argent. Ils ont pas les mécanismes dans leur tête. Ils savent pas faire ça. Et donc, si on n'est pas là pour leur dire
c'est comme ça que ça fonctionne. Ton prix, ça doit être comme ça. Il faut faire un abonnement, ou il faut faire ci, ou il faut augmenter, ou il faut être un peu plus visible, ou il faut augmenter la notoriété, il faut développer la marque. Ils ont pas capté tout le truc. Et ils regardent des fichiers Excel. Il y a des gens, en fait, beaucoup de patrons, ce sont je les appelle des fichiers Excel. C'est-à-dire que ils ont pas l'intelligence émotionnelle, ils savent pas voir plus que leur fichier Excel. Voilà. J'ai pas fait de vente, il me manque 30%. Ils savent pas le faire. pourcent et Voilà, le truc, voilà, c'est ils ça. savent rien faire d'autre. Et ils savent pas le comment faire pour développer. Et donc, c'est là-bas que moi j'interviens, et je suis sûr que c'est comme ça que tu interviens aussi. Et toi, tu me parlais du coup de ton parcours avant ça, que tu étais développeur. Comment justement t'es passé de ce parcours technique à la vente? J'ai toujours été entrepreneur. Ouais. Ça fait bientôt 30 ans que je suis entrepreneur. Mais j'ai pas toujours été entrepreneur dans les mêmes domaines. Ouais. J'ai fait l'armée, après l'armée, à l'âge de 21 ans à peu près, j'ouvre ma première boîte événementielle. En fait, avant l'armée, la seule chose que je savais faire, c'est barman. Ouais. Donc, il me fallait des petits jobs d'été. Me dire faire la fête. Là, j'ai même pas été comme ça, moi. Dans ma jeunesse, j'ai toujours été travailleur parce que j'ai vécu seul. Je suis parti vivre seul dans un autre pays. Il fallait que je mange. Voilà. Depuis l'âge de 16 ans, je travaille. Okay. Donc, à l'âge de 16 ans, mon premier job, c'était de cueillir des oranges dans des champs pour à peu près 1 euro de l'heure. Voilà, c'était mon premier job et je faisais ça tous les jours parce qu'il me fallait à manger. Ouais. J'étais dans une école, mais j'avais pas d'argent de poche, mes parents m'aidaient pas, enfin, j'étais jeune. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à bosser. Je fais l'armée, 18 ans, 21 ans, je sors, je sais pas quoi faire, je suis à la rue. Je dis tout le temps que j'ai été SDF 3 fois dans ma vie. Ouais. Et la première fois que j'étais SDF, c'est le jour où je sors de l'armée. À l'armée, tu connais ce principe de compter les jours qui te restent. Ouais. Tu connais ce principe. Tu fais des trucs, mais c'est vrai, nous, on sait ça à l'armée. On faisait des petits traits comme ça avec des croix, et il me reste 380 jours, etc. Pendant 3 ans, parce que c'est 3 ans normalement, pendant 3 ans, tu comptes les jours qui te restent. Le problème, c'est que quand tu arrives aux 10 derniers jours, tu commences à flipper. Ouais, parce que moi, j'avais pas de famille là-bas pour m'héberger ou pour dormir, etc. Et je savais que le jour où je sors de l'armée, je suis à la rue. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire parce qu'à l'armée, t'es nourri, logé, blanchi. Et en plus, on te paye tous les mois quelque chose. Ouais. Donc, sortir de l'armée, pour moi, c'était le stress. Donc, SDF. Et je me retrouve SDF le jour de l'armée. Mais c'est vrai, je t'assure. Donc, t'attends ça avec impatience et on te dit, demain, c'est toi qui sors. Parce qu'il y a des milliers de personnes, on sort pas tous en même temps. Tu dois rendre ton arme, tu dois rendre ton uniforme, tu dois rendre tes chaussures, tu dois tout rendre. Et on te rend un sac avec lequel tu es rentré à l'armée 3 ans auparavant. Bien sûr, j'avais un nouveau jean que j'avais pris, mais c'est tout ce que j'avais sur moi. Ouais. Je sors de l'armée, on me ferme le portail derrière moi, donc tu marches, on trouve le portail, on te ferme le portail, et on te ferme, et on te dit même pas au revoir. Dégage, dégage, fais ta vie. C'est pas genre, il y a 25 personnes qui t'attendent, ouais, bravo pour ton boulot, comme Rambo, tu vois, il y a personne. Tu sors, je me suis assis sur le trottoir pendant 3 heures. Ouais. Je savais pas quoi faire. Et bon, je me réveille, j'appelle mon cousin, cousine, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut m'héberger? Et on m'a hébergé, donc c'était facile, hein, parce que la famille là-bas elle héberge, c'était pas vraiment un problème, sauf que c'était dans ma tête. J'étais à la rue, j'avais pas ni à manger, ni salaire, ni job, ni quoi que ce soit. Je rentre à la maison, première chose que je fais, ils me disent, ben regarde les annonces. Je regarde les annonces. Premier job que je vois, c'est barman. Je dis, je voudrais bien de barman, mais il faut stage de barman. Donc, première chose que je fais, 3 mois de stage de barman et j'apprends de barman. 3 mois plus tard, je cherchais du boulot dans un hôtel quelque part au fond dans le sud, là où il y a plein d'hôtels, et je commence à travailler barman. En tant que barman, j'ai découvert mon talent de commercial. À parler aux gens, à connecter, etc. Je savais pas que j'étais comme ça du tout. En fait, c'est devenu comme un déclic. Dans une soirée, j'étais dans un des plus grands bars de la station balnéaire qui était là-bas. C'était à Eilat, je sais pas si tu connais. Très bien, Eilat. Donc, il y avait plusieurs... dauphins, les hôtels... Tu connais le Trimanquise? Exactement. Le bar. Il y avait le Satchmo et il y avait le Trimanquise. 2 hôtels magnifiques avec 2 bars magnifiques. Et moi, j'étais responsable de ces 2 bars. Okay. À la fin, j'étais responsable de ces 2 bars. Au départ, j'étais juste barman. Et quand j'ai commencé barman là-bas, bon, quand il y a personne pendant la journée, tu sers des coca, tu sers des bières, c'est assez simple. Mais c'était des hôtels où tous les soirs il y avait des événements, il y avait des concerts. Et un jour il y avait des concerts de blues, je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais il y avait des événements autour du blues et donc des grands artistes venaient là-bas pour faire des concerts. Et c'était des milliers de personnes autour de mon bar. Et d'un coup, c'est plus tu donnes un jus d'orange, un pamplemousse une fois toutes les 10 minutes. Non, il y avait des cocktails toutes les secondes. Ah oui. Donc, il y avait 3000 personnes autour du bar, en plein milieu en face de la mer. Enfin, c'est magnifique. Mais il y avait beaucoup de monde. Et d'un coup, les commandes, elles venaient comme toutes les secondes. Ouais. C'était impossible à gérer.
Et là, je commence à m'énerver. Je dis, comment on va faire? Je pouvais pas amener plus de personnel. Alors, je monte sur le bar. Je monte sur le bar. Je sais pas si tu te rappelles du film Cocktail avec Tom Cruise à l'époque. Non, j'ai pas vu. Et ben, moi, je m'en suis souvenu ce jour-là. Ouais. Et je commence à faire le spectacle sur le bar. Je commence à danser sur le bar, je jette les bouteilles en l'air et je commence à distribuer les trucs. Et donc, grâce à ça, les gens me regardaient moi et les autres, ils prenaient le temps de faire leur commande. Et donc, je m'asseyais sur le bar, je dansais sur le bar, je mettais la musique à fond, enfin, plein de trucs pour décontracter les gens. Ouais. Et je me rappelle où il y a un mec avec sa nana, il vient et dit, je voudrais qu'elle ait tel et tel cocktail et moi, je veux ça. Et moi, je lui donne au mec ce qu'il voulait. Et après, je dis à la nana, non, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux autre chose. Ouais. Un truc plus simple à faire. C'est exactement ça. Et la meuf, elle adorait parce qu'elle pensait que j'avais fait un truc rien que pour elle. Ouais. On avait déjà préparé 200 verres comme ça. Et j'ai compris que j'avais une certaine facilité à parler avec les gens. Orienté à la personne. Ouais. 6 mois plus tard, j'arrête de travailler là-bas pour juste une seule raison, je voulais ouvrir ma boîte. Ouais. Ça me suffisait pas le salaire et je voyais grand et depuis très jeune je voulais être entrepreneur, je savais pas ce que ça voulait dire exactement. Hein. Aujourd'hui tu as YouTube, tu as tes podcasts, tu as plein de gens qui te donnent des conseils facilement, TikTok, etc. Mais à l'époque il y avait rien. Ouais, t'as rien, tu te débrouilles. Je te parle en 96, hein. Il y a rien. Donc on entend parler ouvre ta boîte, fais ta boîte, mais tu sais pas ce que ça veut dire, tu n'en as aucune idée. Et donc j'avais que ça en tête. Et j'avais vu que j'adorais faire ce que je faisais, donc le bar, etc. Je dis, qu'est-ce que je peux inventer derrière? Et donc, j'avais un pote qui avait une salle de fête. C'était même pas lui, c'était à ses parents. Et j'étais serveur là-bas avant l'armée. Et je suis parti lui lancer une idée. Ça te dirait que j'anime tes soirées, les mariages, etc. Et que je fasse un truc, j'ai un business, j'ai une idée, ça te plaît? Il dit, c'est quoi exactement? Ben, j'anime ta piste de danse. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, c'est des choses qu'on faisait dans les bars à l'époque à Eilat, où les gens ils faisaient la fête. Et donc, ce que je faisais, j'ai répété ce qu'il y avait dans les bars à l'époque, au Three Monkeys et au Satchmo. Et je te donne un exemple, on prenait des pastèques. À l'époque, le pastèque, là-bas, on mangeait tous les jours du pastèque. On prenait des pastèques, on enlevait ce qu'il y a à l'intérieur, on mettait de la vodka, du jus d'orange, des conneries, on remettait le truc au pastèque. Et on se baladait sur la piste pour donner à manger ça aux gens. Ils étaient bourrés. Ou on prenait des pépites, des trucs qui existent encore aujourd'hui, des trucs de médecine, tu vois, pour mettre le sang et tout ça. La même chose, mais on remplissait du vodka. Le shot et j'attrapais les gens et je le mettais dans la bouche comme ça pendant qu'ils dansaient. Et ça rendait fou les gens. Donc pendant le mariage, tu sais, il y a toujours des gens qui s'asseyent, qui restent assis toute la soirée. Et moi, j'allais les faire lever et je dansais avec eux, etc. Et ça a marché, ça a cartonné pendant 6 mois. Le problème, c'est que moi-même, je commence à boire de l'alcool tous les soirs. Je dis, c'est pas une vie pour moi non plus. Et de fil en aiguille, je commence à réfléchir à d'autres trucs. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est quand je commençais à découvrir Internet qui était en train de s'inventer. Parce que ça n'existait pas encore, Internet. Donc on commençait à parler de ça. Je commençais à m'intéresser à ce truc-là. Je commençais à lire des bouquins qui essayaient de sortir, des magazines qui essayaient de sortir. J'essayais de regarder ce qui se passait aux États-Unis avec des journaux, avec des trucs. Parce qu'à l'époque, pas Internet, encore une fois, il n'y avait rien. Je m'intéressais, je découvre Internet, et je vois un bouquin HTML dans une librairie, je commence à apprendre. Et je vois que c'est intéressant, alors je m'inscris à des cours pour voir ce que c'est exactement. Pas pour être développeur spécialement, mais pour comprendre ce que ça voulait dire. Et je découvre le concept des sites Internet, parce que j'avais un beau-frère qui vendait des sites Internet. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Il vendait des sites à 50 000, 60 000 $. Je dis, qu'est-ce qu'on vend? C'était le tout début, donc c'était que des grosses boîtes qui faisaient ça. Que des grosses boîtes. Ouais. 60 000 $ pour afficher un logo qui mettait 4 heures pour arriver. Beau, tu connais cette époque? Et la roue qui tourne au milieu. Et l'image, elle te fait un suspense. Tu vois, elle arrive pas tout de suite, l'image. Tu dis, attends un quart d'heure, ça va être cool. Et ça valait 60 000 $. Et je comprenais pas. Et je me suis intéressé. Après, j'ai découvert le concept d'Internet. C'est que ça vaut rien pour l'instant. Mais les gens, ils adorent payer pour ça. Et j'ai inventé un concept basé sur l'abonnement. Ok? C'est-à-dire, je crée des sites vitrines en template. Et ben, à l'époque, ça n'existe pas, mais j'ai inventé One and One et OVH et Wix et tous ces trucs-là qui vendent des templates de sites aujourd'hui. À l'époque, je vendais ça. J'avais créé mes propres templates. On avait créé 700 templates de sites internet. Et au lieu de vendre des trucs à 50 000 $, 60 000 $, on vendait ça genre à 200 $, avec un abonnement à 25 $. Et du jour au lendemain, on fait un carton. Et c'était le jour de mon mariage, en 99, on avait fait 10 ventes par jour. Et ça a commencé à cartonner. 1 an plus tard, je ferme ça et je développe encore autre chose. Toujours dans le web, parce qu'il y a eu, 2 ans plus tard, parce qu'il y a la bulle d'Internet. Ouais. À l'époque, on pensait que Internet allait cartonner, tout le monde y croyait, tout le monde mettait de l'argent dans les startups, et d'un coup, aucune vente en ligne. Et moi, je vendais des sites en ligne, de vente en ligne, alors que personne n'achetait. Ouais. 1 an plus tard, on avait 2500 sites, mais personne n'a jamais acheté quoi que ce soit derrière. Donc, on ferme. Ouais. Et après, je me mets dans l'import-export, avec
un oncle, après je vends de la téléphonie, je vends des journaux, je développe tous les concepts possibles autour de la vente pour essayer de vendre des trucs. Très souvent via VRP, très souvent je prenais les affaires des autres. Et à un moment donné, je me suis lancé dans la restauration, j'ai eu 3 restaurants. Et j'ai toujours fait, alors j'ai acheté des affaires, je les ai revendues, tout le temps en jonglant autour de la vente, de la négociation, etc. Et c'est quand que j'arrive en France que je découvre que là où je vivais, bon, c'est Israël, hein, je vis en Israël et je sais pas si tu connais un peu Israël, Très bien, ouais. mais c'est un pays de requins. Ok, c'est un pays de requins. T'es un requin parmi les requins. Et moi, j'étais un requin parmi les requins. C'est exactement comme ça que je le décris. Ouais. Je sais pas pourquoi tu as trouvé ce mot-là. Mais c'était un pays de requins. Tu serrais la main à un mec, on fait affaire, il est en train de serrer la main à un autre pour m'entuber. Je le savais, ça. Et tout le monde, regardait tout le monde là-bas tout le temps. Et sont tous forts en négociation, tous champions du monde. C'est-à-dire que pour gagner quelque chose là-bas, mais il faut se battre. Il faut se battre 10 fois plus. Faut se battre. J'arrive en France. Et donc, je t'ai dit, donc, je passe la première année, j'essaie de faire un truc avec mon pote parce que je parlais pas bien français encore, donc, j'essaie de m'adapter. Ouais. Et la deuxième année, je parlais beaucoup mieux français, je suis pas encore champion, mais je parlais mieux français. Et je me lance dans l'immobilier avec ma technique, avec ma façon de parler, etc. À l'époque, quand on démarchait en Israël au téléphone, tu sais, nous, on a un mot qui représente un peu la vente là-bas, c'est un mot qui veut dire tarles. Tu connais ce mot tarles? Là-bas, quand tu travailles avec quelqu'un, tu démarches quelqu'un, et tu l'appelles en disant « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder ?» Là-bas, ils supportent pas ce genre de démarchage. Ils supportent pas. Direct. Tu dis « Tarles, qu'est-ce que tu veux ?» Concrètement, tu veux quoi? Et là-bas, c'était impossible de parler comme ça, de faire tout ce démarchage avec des longues phrases, et on parlait pas comme ça. Donc moi, j'avais ma technique de prospection téléphonique, et ma technique de démarchage là-bas. J'essaie de l'appliquer en France, c'est pas possible. Tu peux pas dire à quelqu'un, bonjour monsieur, bon, on a rendez-vous à 14h, il faut qu'on signe. Tu peux pas faire ça. Alors que là-bas, c'est normal. Voilà, j'essaie de proposer 42 €, t'achètes ou pas. Là-bas, c'est comme ça qu'on travaille. Ici, c'est pas possible. Ici, toi, tu tournes autour du pot, le mec, il dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Ici, tu dois appeler en disant, bonjour, je suis désolé de vous déranger pendant la sieste. Est-ce que vous avez 2 minutes entre 2 rendez-vous, s'il vous plaît? Pas 2 minutes? Est-ce que vous auriez 1 minute 50? 1 minute 50. C'est de la folie ici. Les gens, ils se prennent pour je sais pas quoi, avec le vouvoiement, etc. Et moi, j'étais un mec direct. Alors, je me suis dit, est-ce que je m'adapte à la France ou je fais que la France s'adapte à moi? Et j'ai décidé de changer la France. Parce que j'arrivais pas à m'adapter à eux. C'était impossible de vous voyer toutes les 2 secondes. C'était impossible. Alors, je suis resté direct dans toutes mes façons de travailler en rajoutant des petits vous de temps en temps. Mais je supporte toujours pas, mais j'essaie d'être toujours le plus direct possible. Au final, je découvre que les gens adorent ça. C'est-à-dire, au lieu de faire un chemin comme ça, je vais être direct. En adoptant les techniques de politesse des Français. Mais donc j'ai apporté ce truc-là dans l'immobilier, le démarchage un peu plus agressif, travailler sur les prix, relancer les bonnes personnes, travailler sur la qualité du côté du client, faire qu'il soit toujours satisfait. Et ça s'est développé. En même temps, je développe des compétences et des méthodes et ça marche. Maintenant, en France, quand je commence l'immobilier pour la première fois, et donc j'ai cette première affaire dont je t'ai parlé, je l'affiche et je reçois pour la première fois un acheteur. Parce qu'avant, c'était les commerciaux qui faisaient ça. Moi, j'étais pas avec les acheteurs, je faisais pas de visite. Moi, je découvrais le monde en France. Et je fais la première visite moi-même de ce studio-là. Et encore une fois, ça faisait à peine 1 an que j'étais en France. Et moi, je viens d'un autre pays où il y a que des requins. Et là, je vends un truc assez cher. T'es prêt à te bagarrer, quoi, là. Là, t'es prêt pour... T'es prêt pour tout déchirer. Et je fais la présentation du produit. Je me rappelle plus à quel prix c'était la présentation, peut-être 125 000. Je me rappelle plus exactement. C'était il y a trop longtemps, c'était à 25 ans de ça. Et donc, la personne, elle vient, elle fait, bon, c'est 125 000, est-ce que le vendeur, il peut faire un effort? Je lui dis non. Non, il est pas sportif. Ah, il est pas sportif. Ok, non, mais je voulais pas parler de ça, mais est-ce qu'on peut baisser le prix? Non, c'est 125. Elle me dit, d'accord. Elle a payé. Gagné sans lutter. Elle a payé. Je sors de cette vente, on signe la vente, je gagne 25 000 € de com, et je comprends toujours pas comment je l'ai gagné. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Je me pose des questions. Mais j'ai pas compris comment c'était si facile. À l'époque, je vendais des abonnements téléphoniques, tu vois, genre, presque gratuits, tu vois. Et les gens, ils se battaient pour le centime. J'ai pas compris. C'est 41,33 et 33, c'est quoi exactement? La nana, elle me paye 25 000 € de com sans réfléchir. Et la négociation, c'était, elle me dit, peut faire un effort? Je dis non. Elle est d'accord. Elle a essayé. Elle a essayé. Bien essayé. J'ai dit, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça en France.
Et le problème, c'est que c'est comme ça en France tout le temps quand on parle d'immobilier pour moi. Et c'est des grosses ventes. Et je dis, non, ils sont trop gentils, les gens. Ils te donnent l'argent facile. J'ai dit, on doit en faire un business. Et j'ai développé un business. Et on a développé les agences, etc. Toujours basé sur la négociation forte. Mais au final, ça marche partout de la même manière. C'est-à-dire que si tu sais présenter bien, si tu es un peu direct, les gens, ils bronchent pas. En fait, ils savent pas négocier ici. Je me suis toujours comparé à un requin là-bas. Et là, je suis arrivé ici, j'ai vu que je suis un requin, peu importe la taille que j'avais là-bas, hein. Mais ici, je suis un tout petit requin avec plein de petits démos. Et c'était trop marrant de me rendre compte. Pour moi, ce marché, il est facile en France, très facile. Ouais, c'est une question de posture aussi. Ouais. Que les gens ont pas forcément. Alors, tu parlais de la posture en Israël, c'est un pays qui est très dur. Donc, naturellement, t'es élevé dans cette posture-là. En France, je trouve que t'as pas la posture. T'es pas prêt à lutter, c'est facile. Ok, bon, j'ai essayé, j'ai fait mon travail, ça a pas marché, c'est pas marché, mais je m'en veux pas. Alors que là-bas, c'est un peu plus dur. C'est-à-dire que t'as pas le choix que de négocier ou de t'en sortir. Les gens là-bas, la majorité des gens qui ont mon âge, qui avaient mon âge à l'époque quand j'ai commencé, à 18 ans, tu rentres à l'armée, t'es un gamin, tu connais rien de ta vie. 3 ans plus tard, tu sors de l'armée et t'as vécu comme Rambo. Quand tu sors de l'armée, il y a rien qui te fait peur, tu sais, juste rien. Juste rien. J'ai fait faillite 3 fois dans ma vie. J'ai gagné des millions, j'ai perdu des millions. Le lendemain, j'ouvre une autre boîte. Les gens qui me regardent me disent, mais t'es malade, comment tu fais? Tu dis, attends, c'est quoi? C'est rien du tout. Avant, je me faisais tirer, Faut me faire faillite que se faire tirer dessus. Je me faisais tirer au Kalachnikov. Là, ça va. Ça. Quand quelqu'un me dit non, c'est pas si grave que ça, tu vois. Il y a rien de grave à ça. Mais les gens, ils ont pas vécu des choses difficiles ici. Et pour la majorité des gens que je connais. Et donc, n'importe quel petit coup de vent, baisse de chiffre d'affaires, pas assez de clients, pas assez d'appels, les gens, ils paniquent. Ils stressent. Ce stress-là, moi, il n'existe pas dans ma tête et il existe chez les clients, il existe chez les commerciaux, il existe chez tout le monde. Mais en vrai, vendre en France, c'est facile. Je suis d'accord avec toi, moi. Je trouve que c'est facile et de vendre et de négocier. À l'inverse, je trouve qu'il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de conscience, tu vois, de ces lacunes-là. On n'est pas conscient du travail qui reste à faire sur la posture, sur la négo, sur la vente. Et donc on dit non, mais nous, on sait faire, on a nos méthodes. Ouais, peut-être. Mais tu ferais beaucoup mieux avec de la vraie méthode. Non, mais ils ont pas de méthode. C'est faux. Ils ont pas de méthode. Tu sais, j'explique ça quasiment tous les jours à tout le monde, enfin, aux élèves qui viennent en coaching. Ils viennent, alors j'ai des entrepreneurs qui viennent pour créer leur boîte, alors je leur mets en place leur stratégie, leur marketing, leur pricing, enfin plein de trucs. Et après, je dis voilà, ça c'est ton produit, vends-le maintenant. Et alors c'était quand le dernier cas, je me rappelle plus où ça m'a saoulé. Bon, en gros, il vend un coffret ou un truc comme ça. Il commence à me parler de son coffret ou de son application. Ouais, il me parlait d'une application. Il commence à me vendre l'application. Alors, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. On s'en fout. Et c'est développé en PHP, en truc, etc. Qu'est-ce que tu me fatigues? Putain, vends-moi une perceuse. Et je lui dis, quand tu vends, je lui dis, tu es en train de me vendre une perceuse. Il a pas compris. Je lui dis, si tu veux vendre une perceuse, t'as deux techniques pour la vendre. Ou tu vends la perceuse. Bon, alors, cette perceuse, elle fait 3000 tours minute, elle a un câble épais comme ça, elle peut faire des trous de 15 cm, elle chauffe pas vite, la batterie, elle dure longtemps. Tu peux me vendre la technique, hein, la puissance, 25 000 chevaux. Ouais. Vends la technique. Ou tu me vends le trou. Donc, tu peux me parler pendant des heures de ta machine de merde, là. Moi, je vais juste faire un trou. Moi, je vais faire un trou. Alors, tu fais une vidéo en faisant zzz. Vous voyez? Et ça, c'est fini, t'as vendu. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Donc, ils passent des heures à expliquer des trucs totalement inutiles. Et ils passent à côté du mec qui fait, ils passent à côté de ce petit, et ils comprennent pas ce que ça veut dire. Et ils passent à côté du gars qui fait, ah ouais? Et ça veut dire qu'il est intéressé. Ils passent à côté. Parce qu'ils passent leur temps à regarder des fiches techniques. Je me rappelle d'un gars, il vient dans mon bureau pour me présenter un service qu'il veut me vendre. Il est avec son manager. Alors, le gars, il vient, il ouvre son PC. Alors, ils sont à deux ici, et moi, je suis assis là. Il ouvre son PC, il me regarde même pas, il ouvre son PC, il regarde son écran, et il me lit sa presse. Ouais. Et il y a son manager à côté, et moi, je suis comme ça, et j'attends. Il lit sa presse, il lit sa presse. Et je dis, t'as fini? Non, attendez, il me reste 2 pages. Il lit. Et je regarde son manager, je fais comme ça, genre en mime, je fais, c'est quoi ce truc? Il fait quoi, là? Et à un moment donné, je l'arrête, je dis, stop, il faut que t'arrêtes. Tu crois que tu m'as vendu quelque chose? Qu'est-ce que tu crois que j'ai retenu de ta presse? Ah ouais, le gars, lui, il pense qu'il a fait sa presse, il a fait l'affaire du siècle, il t'a vendu tout. Et je dis, j'ai bientôt fini, mais t'es pas là pour finir ta presse. Envoie-moi en PDF, je peux lire ça tout seul. Et le manager, il comprenait pas. Je dis, c'est comme ça, tes commerciaux, ça marche pas. Je vais t'expliquer comment il faut faire. Mais l'idée, c'est déjà pas regarder de presse.
Si tu es déjà en rendez-vous avec quelqu'un, tu es déjà au téléphone avec quelqu'un, intéresse-toi à lui, parle avec lui, discute avec lui. Est-ce que tu as vu sur YouTube mes clients mystères? Ah, j'ai pas vu. T'as pas vu ça? Non. Ah, il faut absolument regarder les clients mystères. Ouais. Ce que je fais tous les jours, et j'ai arrêté pendant quelques mois, mais j'ai recommencé hier. Pendant 1 an, j'ai fait ça l'année dernière. 1 an. Ouais. Et après, je fais une petite pause de 3-4 mois, et je recommence maintenant. J'ai recommencé hier. Et les clients mystères, en fait, j'appelle des agents immobiliers, Ouais. et je suis investisseur, et j'appelle pour acheter des biens. Et des fois, je veux vraiment acheter l'affaire, mais des fois, c'est juste pour faire le client mystère. Et j'appelle sur des affaires qui vendent. Et je critique depuis plus de 20 ans les agents immobiliers qui savent pas répondre au téléphone, ils savent pas traiter les clients, ils savent pas traiter les acheteurs, ils savent pas faire. Et je critique, je forme sur le sujet, je fais des posts toute la journée là-dessus sur le sujet, et les gens m'écoutent pas, ils ne me croient pas. À un moment donné, tu sais, quand tu fais des simulations avec les négociateurs, pour leur dire, vas-y, je t'appelle, t'es un acheteur, t'es un commercial, moi je suis l'acheteur, réponds-moi. Et dans les simulations, ils aiment pas. Tu vois, ce truc-là où ils aiment pas faire les simulations. Oui, mais c'est en simulation, tout le monde me regarde, c'est un peu stressant, j'ai pas l'habitude, tu sais, c'est pas comme dans la vraie vie. C'est-à-dire quoi, c'est pas comme dans la vraie vie? Tu penses que t'es mieux dans la vraie vie? Ouais, je suis mieux dans la vraie vie. Mais j'ai peur qu'on m'écoute. Alors quand j'appelle, je vais me cacher dans la phone box au fond du couloir, comme ça personne m'entend. Ils détestent sur les simulations, on est d'accord. Alors moi j'ai dit, tu sais quoi, pas de problème, pas de simulation, super. Et je commence à faire un client mystère. Et dans le client mystère, eux, ils savent pas que c'est moi. Donc eux, ils sont naturels. Ouais. Et dans leur naturel, ils sont encore plus nuls que dans les simulations. Oui, c'est vrai que dans la simulation, tu fais attention, j'attends, il m'attend sur quoi, le mec? Mais ils sont ouf, ils sont complètement fous. Alors j'ai fait 3000 appels pendant 1 an l'année dernière sur tous les réseaux immobiliers qui existent. J'ai fait même un comparatif de tous les réseaux immobiliers par rapport à l'information et aux connaissances. Mais si tu écoutes ces appels, tu deviens malade mental. Tu dis, ce n'est pas normal que ces gens-là proposent des biens à 300 000 euros et qu'ils répondent comme ça au téléphone. Et il y a 25 000 exemples. Mais je te donne 2-3 exemples puissants. Donc, j'appelle... Alors, je te donne les chiffres d'abord. Sur 3000 appels, 59, c'était les chiffres d'hier, 59,3% des appels sont tombés sur répondeur. Donc déjà, c'est de leur embarque qui arrive. Il y a le client qui appelle et je tombe sur répondeur tout le temps. Moi, je vois mon appart, tu me réponds pas, j'appelle l'agence d'à côté. Ben oui, c'est obligatoire. Donc déjà, on tombe sur répondeur. Sur le répondeur, on tombe sur Orange, bonjour, votre abonné, nanani, nana. Donc même pas messagerie professionnelle. Ouais. Allez, ça c'est 59%. Qu'est-ce qui reste? Les autres, d'accord? Les 60% de gens qui répondent au téléphone. Sur 60% de gens qui répondent au téléphone, donc sur 100% des appels aboutis, personne, à part 3 personnes, m'ont annoncé leur prénom et leur nom et m'ont annoncé la marque dans laquelle ils travaillent. D'accord? Quel réseau? Je travaille sur 21, Erreur, puis foncière, un truc. Ils parlent pas de ça. Comment ils répondent? Allô, oui, c'est qui? À peu près comme ça, sur 100% des appels. Et ça m'a rendu malade. Et j'ai continué à faire des appels. Après là, je me dis, bon, je suis tombé sur le mauvais, je suis tombé sur le nul, je suis tombé sur le naze. Et les gens, et je fais ça en live sur TikTok et sur YouTube. Ah, tu le fais en live? Ouais, avec les commentaires des gens et tout. Et au début, je faisais pas en live, j'avais peur de faire en live. Et aujourd'hui, c'est devenu une routine de faire en live. Et les gens, ils adorent cette émission-là. Et le truc, c'est qu'après chaque appel, j'explique pourquoi il était naze. Et les gens comprennent pas. Donc, le mec, il se présente pas. Il dit ni pas bonjour, ni rien du tout. Donc, ils sont comme ça. Oui. Et quel appartement? Lequel, oui. Mais j'en ai beaucoup, monsieur. Vous savez, je suis agent immobilier. Ah, oui. C'est vrai. Est-ce que vous avez la référence? Ouais, la référence à 6 lettres. Il y a 2 chiffres à la fin. Sous-entendu, abruti, tu vas me... Ouais, c'est ça. Moi, je te donne un appart à 300 000, qu'est-ce que tu me fais chier? C'est exactement comme ça qu'il faut. Et le pire des trucs, c'est que quand moi j'appelle, je veux être considéré comme un client qui va acheter. Parce qu'au final, c'est moi qui paye la com. Mais eux, ils considèrent pas ça comme ça. Ils considèrent que 100% des agents immobiliers considèrent que le vendeur, c'est le client. Parce qu'il a signé un mandat. Moi, je dis, mais c'est pas lui qui paye. Celui qui paye, c'est celui qui va acheter le bien. C'est lui le client. Et donc, ces gens-là, la majorité des agents immobiliers, quand je leur dis je veux visiter le bien, ils me disent, est-ce que vous avez vérifié le financement? Au téléphone, hein. Ouais. Je te parle pas quand j'ai fait la visite et je leur fais une offre, hein. Au téléphone. Ah non, je fais pas de visite si vous avez pas vérifié le financement. Mais je suis même pas sûr de vouloir acheter le bien, là. Et vous me demandez de l'argent tout de suite, là, tout de suite. Et j'essaye de les mettre face à leur erreur pendant le live. Ouais. Et ça les rend malades parce qu'ils comprennent pas en fait leurs erreurs. Ils comprennent pas. C'est comme si tu allais au restaurant, le restaurateur, il te regarde enfin. Quel menu vous voulez? À 15 €? Non. Vous êtes sûr, vous avez les moyens? Montrez-moi la carte. Ouais. Ah, c'est une infinite? Non, je prends pas. Mais c'est un McDo. Non, on peut pas. Non, mais ils sont comme ça au téléphone. Donc, pour moi, déjà répondre au téléphone, c'est de la vente. Ça n'existe pas dans ma vie, hein, où j'ai un client qui appelle parce qu'il est intéressé par mon produit que je vends pas. Ouais. C'est juste pas possible. Regarde, j'étais en retard avec toi aujourd'hui parce que d'abord tu m'as pas donné l'adresse, mais elle était dans l'invitation. Je te le montre après. Non, c'est pas. C'est pas ça que je veux te dire, c'est que
J'aurais dû être prêt beaucoup plus tôt. C'est que juste avant, j'avais 2 rendez-vous qu'on m'a fixés, parce que ça vient des réseaux sociaux, Calendly, etc. Et j'ai pas eu le temps de les décaler. Alors, j'appelle les gens pour décaler, parce que je sais que je dois venir chez toi. J'appelle la première 1 heure avant que j'arrive, hein, ici. J'appelle la première pour lui dire, je veux décaler. Elle me dit, ah bon, c'est dommage, hein, parce que j'ai vraiment envie de vous parler. De quoi vous voulez parler? Eh ben, mon fils, hier, il a vu votre live sur TikTok, il m'a dit qu'il faut absolument que je vous appelle. Oh, c'est quoi le problème? Et je reste 1 heure avec elle, et à la fin, je lui vends un truc. En fait, je dois lui envoyer un devis. Donc je pouvais pas lâcher ce truc-là. T'as bien raison. Je t'en veux pas. T'as raison. Non, je pouvais pas lâcher. Mais ce que je vais te dire, c'est que quand quelqu'un m'appelle ou j'ai un client en face et je sais qu'il y a une affaire potentielle, je lâche pas l'affaire. Mais hier, quand je fais le client mystère, parce que tu vas voir la diffusion dans 2-3 jours, hein, je suis en train de faire les montages. Ouais. Ils sont nazes au téléphone, ils savent pas parler, que ce soit dans le démarchage ou dans la réception d'appel. Pour moi, dans les 2 cas, c'est prospection sur 30, l'autre c'est prospection en 30. Le mec, il t'appelle, il est intéressé par ton annonce, t'es en train de vendre là, hein, t'es d'accord avec moi? Ah oui. Il t'appelle, je suis intéressé, qu'est-ce que tu veux te faire plus vendre lui? Mais ils ne vendent pas, ils répondent aux questions. Ouais, ils font de l'information. Des preneurs d'appel, voilà. C'est ça. Oui, ils te répondent. Et il y a une nana hier qui m'entend. Oui, c'est pourquoi. Toujours pareil, hein. Oui, c'est pourquoi. Moi, je dis, je vous dérange, madame? Non, mais c'est pourquoi. Ouais, d'accord, bon. J'essaie de placer une petite blague. Ouais. Tout le live, il y avait 1900 personnes qui suivaient le live, rigolent, et tu vois les lol et tout ça, et pété de rire dans tous ces commentaires, et elle fait, on n'est pas ici pour rigoler. Ah bon? Je suis désolé. Mais pourquoi? Ça va, on peut se détendre, je vous appelle, vous êtes, la maison est en face de la mer, on peut se détendre un tout petit peu, non? Non, mais c'est bon, moi je suis sérieux, je suis professionnel. Oui, on peut être professionnel et sympathique aussi. Rigoler. Et elle, ça lui vient pas à l'esprit que oui, on peut rigoler, on peut être détendre l'atmosphère. Et c'est moi qui dois faire ce genre de truc, donc la blague pour qu'on se calme un peu. Et les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, comme tu dis, l'attitude, la posture, la façon de parler, l'humour, être jovial. Tu vois, ils savent pas faire tout ça. Tu sais, tu peux démarcher des gens de 25 000 manières, avec des scripts dans tous les sens, écrits à la virgule près, tu vois. Moi, je supporte pas le script. C'est impossible pour moi de travailler avec un script. C'est impossible. Parce que mon script, il est ici. Ouais, tu vois. Tu sais où est ton objectif, après tu te balades, quoi. C'est ça. Mais il y a des gens qui réfléchissent script. Et moi, je suis pas capable de faire ça. Et j'enseigne de pas travailler avec les scripts. Ouais. Parce que travailler avec les scripts, c'est un enfer. T'es enfermé. Et si le mec, il répond pas pile poil ce que t'avais prévu, t'es bloqué. Ah, je vous rappelle, je vais avec mon manager pour changer le script. Hein. Et il a dit non à ça. Et non, c'est pas grave, contourne. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont ce talent. Je pense qu'il y a ou le talent de vendre. Je pense pas que c'est un talent de vendre. Je pense que c'est un talent tout simplement de capter l'attention du gars, de comprendre ce qu'il te dit, de l'écouter déjà. C'est-à-dire, si je t'écoute parler, je sais exactement ce qui te gêne dans ma conversation. Mais si je t'écoute pas parler parce que j'ai un script, là, je prépare la prochaine. T'écoutes toi parler. Donc, ça peut pas marcher. Et moi, je suis à l'écoute des gens. Enfin, quand je suis dans une situation où je dois vendre ou négocier quelque chose, j'écoute tout. J'écoute le bruit. Tu vois ce truc-là? Qu'est-ce que tu remarques chez moi? Ouais, je bouge la jambe. Nerveux là. Non, je te fais ça juste pour te montrer. Quand tu fais ça, et où l'autre il fait ça devant toi, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il est excité, il a peur, ou il fait comme ça? Tu remarques. Bien sûr. Donc, tu dois remarquer tous ces sens-là. Donc, moi, quand je suis en rendez-vous au téléphone, ou en visio, ou en physique, j'essaie de tout remarquer. Je suis en attention totale sur tout ce qui se passe. Et surtout, j'écoute. Quand je forme des commerciaux, j'essaie de les mettre dans cette situation de stress et de pression, mais ils la comprennent pas. Ils veulent leur script. Moi, je dis, le script, ça sert à rien parce que tu peux démarcher. Bonjour monsieur, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Est-ce que bien toujours en vente? Tu peux parler comme ça en lisant un texte. Moi, la phrase, je la connais par cœur, j'ai pas besoin de lire les textes. Mais tu peux changer la tonalité de cette phrase et faire que la personne, elle va t'écouter. Par exemple, tu peux dire, bonjour monsieur, je sais que vous allez me raccrocher dans quelques secondes parce que je suis une agence immobilière. Alors, vous avez marqué agence abstenir, mais il paraît que l'abstinence, c'est pas bien. Alors, je suis obligé de vous appeler. Sinon, ma femme, elle va m'engueuler encore une fois ce soir. Et donc, tu peux changer le scénario juste pour rigoler et pour plaisanter. Et les gens, ils savent pas faire ça. Ils veulent rester dans le script, etc. Tu sais que le allô, rien que juste tu me réponds allô. Tu sais ce qui va se passer après. Si tu comprends, tu sais allô. Ouais, c'est ça. Allô. Tu sais, adapte-toi. C'est ça. Si tu réponds allô, oui, bonjour, monsieur Truc, la société machin. Allez, commercial, vas-y, merci, au revoir. Alors que si tu fais une blague, ils disent, okay, c'est qui ce mec? Non, ils savent pas faire ça. Ils sont tendus comme je sais pas quoi. Mais ils comprennent pas. Moi, j'ai jamais eu de script. Quand je travaille avec des entrepreneurs qui viennent pour vendre leur première fois, leur premier produit, qui viennent l'inventer, je leur dis, vas-y, prends le téléphone et appelle. Mais je lui dis, quoi? Ah bon? C'est ton produit, merde. Comment ça faire? Ils savent pas.
Ils savent même pas préparer des objections pour leurs propres produits. Pourquoi il y a des objections pour mon produit? Oui, il est noir, par exemple. T'as la même truc en blanc? Non, c'est une objection. Il faudra que tu prépares ça. Qu'est-ce que tu fais? Il est 400 €, super. Et si quelqu'un n'a pas 400 €, tu fais quoi? Tu dois préparer cette objection. Donc les gens, ils réfléchissent pas ni loin, ni court, ni moyen terme, ni rien du tout. Ils savent pas écouter, ils savent pas se préparer, et ils ont pas l'aisance, tu vois. Il y a un truc que j'ai poussé mon fils à faire et que je l'encourage à continuer à le faire, c'est du théâtre, tu vois, parce que c'est important. Moi, je parlais pas français il y a encore à peine 25 ans, et j'enseigne aux gens comment parler français au téléphone. Comment vendre en français. C'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. Et il y a des gens, c'est, je parle bien en français, j'arrive à me faire comprendre, je fais des vidéos, je fais des conférences, je fais des formations, je fais plein de trucs, mais à l'écrit, c'est pas passé encore. Tu vois, à l'écrit, je fais des fautes d'orthographe. Sur un mot, t'as ChatGPT maintenant, t'es détente. Ouais. Mais je me fais encore insulter d'analphabète aujourd'hui quand je travaille sur les réseaux sociaux parce que je fais plein de choses, j'écris plein de trucs et des fois j'oublie de passer par ChatGPT. Et ChatGPT, c'est récent encore. Je te parle de 20 ans où des gens ils m'insultent parce que je sais pas conjuguer, je sais pas mettre le S, je sais pas mettre le E et je me trompe. Mais les gens ils comprennent pas que c'est pas mon métier d'écrire, de faire des bouquins. Je suis pas bibliothécaire, moi je suis pas écrivain. Et les gens ils confondent que dans le business il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin, il y a d'autres qu'on a vraiment besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'être sympathique, d'être cool, de savoir parler aux gens, avoir de la répartie, avoir de l'humour, avoir des connaissances générales sur absolument tout. La première chose qu'on m'a appris quand j'étais jeune, j'ai fait un stage commercial de 3 jours avec un gars qui m'a quasiment tout appris sur vraiment la posture commerciale. Il m'a dit déjà la base de ta vie, si tu veux vendre régulièrement, c'est que tous les jours, tu rencontres quelqu'un de nouveau. Tous les jours. Pour avoir des clients. Tous les jours, une personne nouvelle. Si seulement j'avais écouté ce conseil à l'époque, sans les réseaux sociaux, ben c'était il y a 30 ans, donc ça fait 365 fois 30. Okay, il y a plus de 9000 ça fait beaucoup de personnes quand même, hein, si j'avais juste écouté ce conseil. Mais j'ai pas spécialement écouté ce conseil à la lettre, mais j'ai essayé de faire dans ce sens. Mais il y a plein de trucs qui m'a appris. Par exemple, le besoin des clients. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vont ils te disent, si tu veux vendre un truc, crée le besoin chez l'autre. Moi, je dis, ça, c'est de l'arnaque. C'est-à-dire, si je te crée le besoin que tu l'avais pas au départ, je suis en train de t'arnaquer. Par exemple, je te dis, attention, la crypto, ça va exploser, il faut absolument l'acheter maintenant. Ça, pour moi, c'est de l'arnaque, parce que c'est vrai, c'est pas vrai. Et je dis, si vous n'êtes pas enrichi, vous n'avez pas. Et je sais pas. Donc, créer le besoin chez l'autre alors qu'il l'a pas au départ, pour moi, c'est une arnaque. C'est comme ça que tout le monde achète n'importe quoi, en fait. On se retrouve tous avec des tonnes de trucs à la maison parce que quelqu'un nous a fait croire qu'on avait besoin de ça. Mais on n'a pas besoin. On a plein de placards remplis de merde et plein de trucs qu'on n'a pas besoin. Pour moi, la vente, c'est pas de créer le besoin chez l'autre, c'est de le pousser à acheter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il découvre qu'il en a besoin, tout seul. Il faut qu'il ait ça lui fait mal de pas l'acheter. Exactement. Mais il faut qu'il ait envie de l'acheter tout seul. Et donc, ce travail-là, c'est le plus dur du travail, mais c'est le meilleur du travail. C'est-à-dire que si tu arrives à faire ça, ton appel, il va se transformer rapidement. Et donc, j'avais lu une étude il y a quelques années de ça, qui pour moi a changé ma vie. C'est un game changer. Et depuis, j'ai tout appliqué autour de ce truc-là. À une époque, on n'avait pas ce qu'on appelle les big data aujourd'hui. On n'avait pas des sites internet e-commerce qui arrivent à calculer et savoir à l'avance les tendances futures des acheteurs. On n'avait pas tout ça à l'époque. Et donc, à l'époque, on naviguait à vue. Je vends ce produit ou ce produit à ce prix-là ou à ce prix-là, je regarde un peu. Mais il n'y a pas l'internet où tu fais un comparatif de tes concurrents. C'est pas possible. À l'époque, c'était facile de faire tout ça. Et donc, il est sorti une étude avant que la big data arrive, etc. Ils avaient fait une étude comme quoi un acheteur, donc un client, n'importe qui veut acheter quelque chose, il doit être convaincu à 70% du produit pour lui vendre quelque chose déjà. C'est-à-dire, avant que tu arrives chez lui, il doit être convaincu à 70% du produit. Par exemple, parce que c'est compliqué de vendre un frigidaire à quelqu'un qui en a pas. C'est très facile. Il est convaincu qu'il en a besoin depuis longtemps. La question, c'est quelle marque? Maintenant, la marque, ça va varier ou la taille du frigo. Mais il est déjà convaincu, donc c'est pas compliqué de lui vendre un frigo. Mais quelqu'un qui a déjà un frigo, d'accord? Comment tu lui vends un deuxième? Ou comment tu lui fais remplacer? Faut pas mélanger les laves. Tu vois? Ça, c'est la grosse question. Et donc, les 70% de conviction, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit convaincue de 70%, pendant longtemps, en tout cas dans ma vie, il fallait le faire lors du rendez-vous. Donc, en R1, R2, R3, R4, R5. Et autant de R qu'il y aura besoin pour le convaincre de 0 à 70%. Donc, aujourd'hui, moi, je travaille plus comme ça. Je travaille plus, genre, en prospection téléphonique. Bonjour monsieur, je me présente, je présente ma société, je présente mon produit. Je fais plus ça.
parce que je sais que il faut que je le convainc à 70% avant que j'arrive chez lui. C'est-à-dire, si je l'appelle, il faut que je vende. Je veux pas l'appeler pour essayer de lui expliquer qui je suis. C'est fatigant, c'est épuisant. Il s'en fout. En plus, il en a pas besoin spécialement maintenant. Il va me dire, j'ai pas que ça à foutre, etc. Donc, mon travail, depuis des années maintenant, depuis que je connais ça, c'est il y a, je sais pas, 15 ans, je fais tout pour que la personne, avant que j'arrive, elle sache exactement ce que je vais lui vendre. Je vais faire le travail de 0 à 70% avant l'appel, ou avant le mail, ou avant le rendez-vous, ou avant tout. Et ça peut se passer de plein de manières différentes. Ça peut être vidéo, ça peut être prospectus, ça peut être mail, ça peut être ce que tu veux, mais il faut que tu sois sûr que le mec, il a lu, et qu'il est intéressé d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais en plus grand en étant sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand je passe ma vie à faire des lives ou à répondre aux questions des gens, je passe des fois 3 fois par semaine en live pendant 2-3 heures à répondre aux questions des entrepreneurs. Ouais. Ils me posent des questions, je réponds. Et pendant 2-3 heures, je réponds à 200, 300, 400 questions. Donc, pour eux, c'est des questions importantes. Pour moi, c'est ma life, quoi. Il y a rien de spécial. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tonnes de vidéos qui sortent et les gens, ils savent que je sais. Ouais. Je sais des choses. Non, mais c'est vrai, ils savent que tu existes, ils savent que tu peux les aider. Et tu vois, il y a plein de gens qui restent dans leur zone de confort, ils disent non, je vais pas montrer ma tête. Non, je vais pas trop en dire en call. Non, je vais pas faire ci. Après, tu te plains que, je comprends pas, il m'a ghosté. Il sait pas ce que tu fais, il avait un agenda, et sur son agenda, un rendez-vous, il sait même pas ce que tu fais. Mais, bien sûr qu'il t'a ghosté. Mais tu ghostes les gens que tu connais pas. Tu ghostes pas les gens que tu connais. Tu connais, tu as envie de lui parler. Bah oui, sûrement. Et si jamais tu le ghostes alors que tu le connais, c'est que c'est un naze. Donc il faut arrêter de t'es un malpoli. T'es un malpoli, ou ce que tu veux. Mais moi, je fais un travail, et je le vois dans ma vraie vie de tous les jours. Quand j'ai quelqu'un qui prend un rendez-vous sur mon calendrier, la question que je lui pose quand il arrive et qu'il se branche, comment je peux vous aider? Et il n'y a pas de son côté, oui, mais vous êtes qui, monsieur Nadjar, pour m'aider? Vous faites quoi dans la vie? Non, il n'y a pas. Ils viennent tout seuls. Et la question, c'est quel montant ils vont marquer sur le chèque. Alors, il n'y a plus de chèque, mais sur le principe, tu vois. Ils savent qu'ils ont besoin de moi. Ils le savent. Ils savent que je suis le solutionneur de leurs problèmes parce que j'ai fait un travail en amont de leur prouver. Par exemple, je travaillais pour une boîte où j'essaie de former les commerciaux. Et tu vois, ils avaient un produit à montrer en visioconférence. Ils avaient un produit. Et ils devaient leur montrer le produit, obligatoirement. OK? Et tu vois qu'il y a un des commerciaux qui affiche pas sa cam. Le commercial chez nous, il affiche pas sa cam. Et l'autre, il affiche sa cam. Et le commercial, il dit, vous n'êtes pas obligé d'afficher la cam. Et il ferme la cam. D'accord? Et bien sûr, il y en avait un autre qui affichait sa cam toute la journée dans les rendez-vous. Bon, qui vendait le plus? C'était l'autre. Évidemment. Mais je dis, pourquoi t'affiches pas ta cam? Ouais, parce que c'est un peu gênant, parce que je dois lire mon texte et regarder ici à droite. Et alors? Mais la cam, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a un lien direct. Direct avec les... Je leur dis toujours, t'as peur, quand tu sors dans la rue, tu mets un sac poubelle sur la tête ou quoi? Non, tu sors, t'as rien sur la tête. Pourquoi tu closes toujours plus en physique qu'en visio, qu'en visio qu'au téléphone? Tu tires une balle dans le pied. Toujours pareil. Et les gens comprennent pas. Et après, ils veulent pas se mettre sur les réseaux sociaux pour... Ils ont peur du regard des autres, ils ont peur qu'on les critique. Mais je comprends pas. Quand t'es dans la rue, tu vends quelque chose à quelqu'un, tu lui dis des choses. T'as menti? Non. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de dire la même chose en caméra? C'est bien pareil, non? Si tu mens pas. Alors, si tu mens, bah ouais, t'as pas envie de le dire en face caméra. Je crois qu'il y a plus de mecs face caméra qui mentent que de mecs qui mentent pas. Hein. Ouais, surtout ceux qui sont en Ferrari. C'est ça, sur Dubaï. Sur Dubaï. Je l'ai loué. Dépêche-toi parce que je l'ai loué 8 minutes, ce truc. Ça m'a coûté un bras. Mais le téléphone, il est pas moi, rendez-le. Tu rigoles, moi, j'ai vécu pendant le confinement à Dubaï. Ah ouais? J'étais dans un hôtel sympa. Tu voyais les mecs qui arrivaient avec leur penderie à la piscine de l'hôtel ou devant le voiturier de l'hôtel. Il faisait des vidéos toute la journée. Il tourne. Le mec, il rentre dans son appart miteux à 1 heure de Dubaï et il a fini sa vidéo, quoi. Et toi, t'es sur tes réseaux sociaux, tu crois que le mec, c'est un crack, alors qu'il bouffe des patates tout le monde. Hein. Mais il te vend le caviar, le truc à la piscine de l'hôtel. Mais c'est de la folie, ça. Mais moi, ce que je comprends pas, moi, je comprends ce gars-là. Je comprends tous les arnaqueurs du web qui s'affichent. Je les comprends. Ils veulent faire du business. Ils veulent afficher de la réussite. Ils veulent afficher qu'ils gagnent de l'argent grâce à ce qu'ils font. Je comprends cette arnaque. Y a pas de problème. Get rich quick. Y a pas de problème. On connaît tout ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est les pigeons. C'est eux que je comprends pas qui disent, il y a une Ferrari, j'achète. Ouais, c'est ça, ce truc. Ça, je pige pas. Le mec, il t'a montré une Ferrari, une Rolex, je sais pas quoi, et d'un coup, tu crois qu'il te vend quelque chose qui va te faire gagner la même chose. Sauf, ce qu'il te vend,
ce que tu lui payes, c'est grâce à ça qu'il s'enrichit. Ben oui. Non, mais le mec, il a une formation dans l'immobilier pour faire 1 million par jour. Et Samaritain, il va te la vendre pour 29 € le mec. Mais ce que je vais te dire là, ça va te choquer un peu. J'ai découvert parce qu'avant qu'il y ait Internet, il y avait déjà ces arnaques. Depuis la nuit des temps. Ouais. D'accord? Les gens arnaquaient les autres. Madoff, tout ce truc-là, il leur racontait les mêmes salades, hein. On va te faire gagner de l'argent rapidement, etc. Il y en a plein des comme ça. Et, bien sûr, si tu cherches sur YouTube, les arnaques Get Rich Quick, il y en a plein. Mais quand Internet commence à grandir, YouTube commence à grandir, etc., et TikTok arrive, etc., d'un coup, tu vois de plus en plus sur le contenu. Et il y a un moment donné, je crois qu'il y a, c'est à peu près il y a 5-6 ans, tu vois, je tombe sur ce genre de vidéos d'Américains et de Français qui affichent des Ferrari, qui affichent des yachts, qui te racontent la messe comme quoi c'est les meilleurs commerciaux de la planète. Et ils font du high ticket, ils appellent au téléphone, te vendent un truc à 15 000 € en un appel. Et il y a 15 000 personnes dans un stade qui font, oh, ouais. Ils sont tous comme des fous. Et je vois des gens de 17 ans, 18 ans, 25 ans qui s'affichent avec des Ferrari et des trucs de malades dans des villas. À un moment donné, j'ai eu le doute, moi, sur moi. Je suis pas en train de rater un truc. C'est exactement ce que je dis. Il y a un truc qui cloche dans ma life. C'est pas possible. Pas possible que ce bouffon-là, hein, qui a encore des petits boutons là et du lait ici qui coule, c'est pas possible que ce gars-là, il fait plus d'argent que moi. C'est juste pas possible. Et comment il a acheté cette putain de Ferrari à 17 ans? Il y a un moment donné, t'as commencé à bosser. T'étais à l'école, quoi, hier. À quel moment t'as monté un empire pareil? Moi, j'ai mis des années à comprendre comment on vend. Toi, tu sais déjà. Le mec, il est né, il sait vendre, il sait ouvrir, il sait manager, il sait développer, il sait ouvrir un compte en banque, il sait parler des avocats, il sait tout faire. Déjà, quand tu recrutes quelqu'un pour la première fois, tu te prends la tête, non? Déjà, tu te foires. Déjà, tu te foires. Jusqu'au 10e, tu te foires en moyenne. Mais lui, non. Il a une équipe. D'accord? Il a une équipe, il a plein de gens, il a son assistante. Mais ça me rend des fous. Et je vois des vidéos et je cherche et d'un coup, YouTube, il t'arnaque bien comme il faut, hein. Il te montre lui, t'as aimé lui, je t'en montre un autre comme ça. T'as aimé lui, je t'en montre un autre comme ça. Et pendant des années, je regarde que ça. Et je commence à avoir des doutes sur moi. Il y a une couille quelque part, Et je la trouvais pas. Je la trouvais pas, l'arnaque. Je comprenais pas comment il faisait pour avoir autant de public, des millions d'abonnés. Et moi, je vois que ce mec, c'est pas possible qu'il ait gagné de l'argent. Mais je comprends pas comment, il a fait pour que les gens sont comme des fous autour de lui. Je comprenais pas. Et je creuse. Et d'un coup, je tombe sur une chaîne YouTube vraiment géniale. Coffeezilla. Voilà, Coffeezilla. Tu connais cette chaîne? Non. Bon, c'est une chaîne américaine et c'est un journaliste, enquêteur journaliste qui a créé une chaîne YouTube. Et son seul but dans la vie, c'est de traquer les mythos. C'est traquer les mythos. Et d'un coup, il a une chaîne magnifique, hein, des millions d'abonnés. Et je découvre qu'il est sincère, il est honnête, et je découvre qu'il a un pote qui fait la même chose. Et d'un coup, je commence à voir tous les gens en qui j'ai cru moi-même. Je dis, putain, je pensais qu'il était fort, le gars. Et d'un coup, il me montre. Alors, il y avait un gars qui m'étonnait de ouf, hein. Un vieux, avec une cravate rouge, toujours bien habillé. Il faisait des conférences dans un château. Il avait des Ferrari, des Bentley dans tous les sens, des nanas dans tous les sens. Je dis, c'est qui ce gars? Je le connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Il est venu d'où? Et d'un coup, des millions de personnes le suivent et tout. Et d'un coup, il se retrouve dans l'émission de Coffeezilla. Et d'un coup, le château dans lequel il faisait ses conférences, il le louait à la journée. Et les voitures, c'était pas à lui du tout. Et d'ailleurs, il avait pas payé ses dernières factures. Je dis, bien, c'est pas possible. Je me suis bien fait arnaquer. Et d'un coup, je vois toutes les personnalités que je pensais qui étaient des champions, qui sont tous des arnaqueurs. Et ça m'a épaté de voir ça. J'ai creusé. Et j'ai vu qu'au final, la seule chose qu'ils vendaient, c'est le même sujet tous, un par un. Comment gagner de l'argent en temps et temps, en temps et heure. Allez, le Yomi Denzel, pareil. Enfin, tous ces mêmes arnaques, pareil. Les biais, en fait, de l'espoir, de la richesse vite, les images d'abondance, on va dire, pour les voitures. Il faut gagner de l'argent pour payer des sacs Chanel à ta femme. Enfin, toutes ces conneries-là, où on joue sur les gamins de 12 à 20 ans, 22 ans, qui ont une seule envie, c'est d'être riches, mais ils savent pas ce que ça veut dire d'être riche. Et j'en dis, il n'y a pas un métier comme ça, devenir riche. Ça n'existe pas. C'est riche, c'est le résultat. Maintenant, t'as tous les mecs qui se font niquer sur les cryptos, t'as tous les mecs qui payent des formations, ils se font niquer aussi d'ailleurs. Ouais, mais ils changent de sujet à chaque fois. Bah, dès que t'as un sujet à la mode, c'est les cryptos, là, c'est... Daniel, question de la fin. Si t'avais l'opportunité de déjeuner ou de dîner avec une personnalité célèbre, toute époque confondue, tu dînerais avec qui? C'est une très bonne question, mais j'ai déjà réfléchi à cette question depuis longtemps. Mais je pense que là, j'en ai trois personnes. Vas-y. Et j'ai raconté ça assez souvent. Mais ça risque de prendre un quart d'heure, je peux? Vas-y, un quart d'heure.
Je vais faire court. Hors taxe. Hors taxe. Il y a 3 personnes avec qui j'aurais bien voulu dîner. Vraiment 3 personnes. Si on parle de business seulement, tu parles? On va parler business. Parce que dans les autres trucs, j'ai d'autres personnes. Mais personne ne va comprendre. Mais dans le business, il y a 3 personnes. Il y a Larry Page, patron de Google, Jeff Bezos et Apple, Steve Jobs. Ok. Maintenant, les 3, ils ont une raison spécifique. Ok. Tous mes business que je crée aujourd'hui, toutes mes méthodes de travail sont basées sur ces 3 boîtes. Ouais. Mais chaque boîte, elle a un truc que je prends de chez elle. Chaque boîte. Google, elle a un truc magnifique. Moi, j'adore innover, j'adore créer des choses. J'aime pas rester... Moi, j'ouvrirai pas demain un restaurant de sushi, par exemple. Ouais. Sauf s'il est génialissime, le restaurant de sushi. Un sushi vegan. Un truc de ouf. Mais je ferai jamais quelque chose que quelqu'un a déjà fait. J'aime pas faire ça. Moi, je suis plutôt market maker, j'innove, je réfléchis, je me casse la gueule assez souvent sur des idées de projet parce que ça n'a pas pris, mais certains prennent, certains ne prennent pas. Mais j'adore faire ça plus que tout. Et Google, c'est la même chose. Donc, Google, on lui pose la question, les premiers jours de Google, hein. Moi, j'ai vu naître Google. Avant, il n'y avait pas Google. D'un coup, il y a Google. Et dans le premier jour de Google, il y avait un article en bas de la page. Et c'était un article d'un journaliste qui posait la question à Google. Alors, il y a plein de gens qui connaissent pas Google, mais Google crée des applications tous les jours. À part Google, ils ont plein de trucs derrière. Et moi, je savais ça déjà. Ils avaient le labo Google à une époque. Et moi, j'étais très curieux. Je regardais tout ce qu'ils faisaient. Et d'un coup, je vois cet article. Et il y a un journaliste qui pose la question à Larry Page. Il lui dit, comment vous faites pour développer autant d'applications en étant sûr que ça va être monétisé et que vous allez gagner de l'argent avec? Alors, le patron, il répond une réponse très simple qui m'a choqué. Il dit, mais non, nous, on s'en fout. On s'en fout de quoi exactement? Ben, parce qu'il y avait beaucoup d'actionnaires, hein, là-bas. Nous, on s'en fout si oui ou non ça va se vendre. On en a rien à foutre chez nous. Et si tu vois le documentaire qu'il y avait sur Google à une époque, ça s'appelait Google est votre ami. Je suis sûr qu'on peut le retrouver sur YouTube. Google, c'est des fous. Ils veulent prendre tout le marché. C'est une pieuvre. Et ils ont plein d'équipes de 10, 15, 20 personnes, des centaines d'équipes comme ça, qui développent leur propre projet tout seuls. Et ils sont payés, ces gens-là. Ouais. Alors on pose la question, comment vous faites pour payer des gens pour développer des applications dont vous n'êtes même pas sûr qu'elles vont cartonner? Et le patron de Google, la réponse, je lui réponds, nous, on s'en fout total. Enfin, pourquoi vous en foutez total? Parce que là, notre seul objectif dans notre vie, c'est de créer le produit parfait. Je pars du principe que si le produit est parfait, il va se vendre. C'est tout. C'est sa réflexion. J'ai pris ça de Google. D'accord? Et dans tout ce que j'essaye de faire, je dis pas que tout est parfait, mais j'essaye d'être prendre. J'ai cette vision. C'est pas fait pour moi, c'est parfait pour moi. Moi, à chaque fois que je crée quelque chose, je me dis, est-ce que je l'aurais acheté? Si je l'achète, il est parfait pour moi, je peux le vendre aux autres. Et ça, cette leçon, par exemple, je l'ai appris quand j'étais dans un restaurant avec un chef. Tu vois, il supportait pas qu'on mette de la laitue qui était un peu sale. Il dit, est-ce que tu mangerais ça, toi? Moi, je dis, non, alors tu vois pas pourquoi tu donnerais ça à des clients. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand je crée quelque chose, je veux qu'il soit parfait pour moi, et bien sûr, la cible, mais parfait. Et je sais que ça va être monétisé, ça va se vendre. Après, il y a Steve Jobs. Une chose que j'ai appris de chez lui, il y a plein de gens qui adorent Steve Jobs pour 5000 raisons. Voilà, il y a une seule. C'est qu'à un moment donné, donc, il veut créer l'iPhone, et je me rappelle à un moment donné où il parlait dans son, sûrement devant un journaliste ou je sais pas quoi, dans une keynote. Non, je pense qu'on lui a posé la question, pourquoi il n'y a pas de stylet? Ouais. À l'époque, moi, j'adorais les stylets. Oui, c'était le début des organigrammes et tout ça. J'adorais les stylets. Et lui, on pose la question, pourquoi il n'y a pas de stylet? Et lui, il répond, un truc simple, on a déjà 5. Les doigts. Ouais. J'ai adoré la réponse, mais c'est pas ça qui m'a épaté. Il dit, oui, mais les gens veulent des stylets. Et là, la réponse, elle est magnifique, elle est magique. Il dit, moi, je m'en fous de ce que les gens veulent. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est à moi d'inventer ce qu'ils voudront demain. Donc, moi, si ils veulent des stylets et je pense que les stylets sont pas bons, j'enlève les stylets. Parce que je pense que c'est mieux sans un stylet. Et donc, mon but, c'est de créer ce que les gens voudront demain. Mais eux, ils savent pas. Parce que s'ils savaient, ils seraient à ma place, en train de créer. Mais c'est moi le créateur, c'est pas eux. Donc, lui, dans sa tête, c'était, je fais ce que je pense qui est bon pour les gens. Donc ça, j'ai pris ça de Steve Jobs. Cette phrase, tout le reste, je m'en fous un peu. Même si c'est beau ce qu'ils ont fait, etc. Et après, il y a Jeff Bezos. Et encore une fois, un truc de chez lui. Donc, quand j'ai commencé à acheter sur Amazon, c'était il y a longtemps, hein, comme tout le monde, hein, mais j'avais peur, comme tout le monde, d'acheter en ligne, de te faire arnaquer. Et bien sûr, à un moment donné, tu passes à l'action. Mais comme moi, je suis dans Internet depuis que je suis gamin, j'ai pas vraiment eu peur. Mais de me faire arnaquer, j'ai eu peur. Et j'achète pour la première fois sur Amazon un truc.
Et la première chose chère, parce que j'ai acheté des piles, des petites conneries, ça allait. Mais la première chose chère que j'ai voulu acheter sur Amazon, c'est un micro pour faire des podcasts et un bras de micro. D'accord? C'est le truc le plus cher que j'ai acheté sur Amazon. Et donc, c'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans, donc, ou un peu plus, je me rappelle plus. Et donc, le bras de micro, c'était mon premier bras de micro. Ouais. Et mon micro, pour faire des podcasts, c'était la première fois que j'allais faire des podcasts de ma vie. Donc, je l'ai attendu longtemps, ce micro. Et j'ai attendu longtemps ce moment d'avoir mon micro, faire des podcasts. Je savais même pas si ça allait marcher. Et donc, je me fais livrer par le micro. Il est cool, super génial, le micro. Mais je peux pas le brancher encore, parce que j'attendais les câbles. Je reçois les câbles, je suis content, super. Et là, j'attends avec impatience mon bras. 3 semaines pour sortir mon bras. Donc, mon micro et mon câble, ils sont sur la table. Ouais. Ils attendent. Et j'attends avec impatience le bras. Un truc très simple à 25 €. Mais je l'attendais, je voulais faire classe à la caméra avec le micro. Comme un gamin. Et d'un coup, je reçois le bras. Je suis très content, j'ouvre le bras, je le monte, je le branche, je mets le câble, je mets le truc. Et je viens pour brancher le micro. Il manque un petit boulon, tu sais, qui accroche le micro à la tige là-haut. Et je cherche partout, peut-être que je l'ai fait tomber, peut-être qu'il y a une connerie, je sais pas. Et je trouve pas le truc. Et moi, je m'énerve. Et ça, c'était la première fois que j'achète un truc cher sur Amazon. Et j'étais impatient et tout. Et je m'énerve. Mais je veux m'énerver, jeter quelque chose par la fenêtre. Le micro, non, il coûte trop cher. Donc, d'un coup, je veux me plaindre. Et donc, je vais sur Amazon. Et je veux me plaindre. Je vais appeler quelqu'un, personne pour appeler, personne. Je fais, bon, je suis excité, je suis énervé. Et d'un coup, je vois une question. Tout va bien, un truc comme ça. Quel est votre problème? Non, ça va pas. Mais il y a pas ça va pas. Alors, il y a quoi comme option? J'ai pas reçu mon truc, j'ai pas été livré, ou le truc est défectueux, etc. Et alors, je dis, il manque un truc. Il me dit, ah oui, c'est quoi? Il me dit, je dis, la vis, pas de problème, vous êtes remboursé. Et on vous en envoie un autre. Et là, j'ai pas pigé. J'ai dit, il doit y avoir une arnaque dans cette réponse. C'est pas possible qu'une boîte fait ça, elle me connaît pas, pourquoi elle me rembourse? Je lui ai demandé, et j'ai même pas eu le temps de gueuler. Ils m'envoient l'argent immédiatement dans le compte, tu vois, c'est immédiat. Ils me font une confirmation, on vous a remboursé, et on vous en a envoyé un autre. Ils ont même pas branché. Et j'ai pas compris ce truc. Et je reçois quelques jours plus tard le bras, et je suis content. Il se passe que je commence à m'intéresser à Amazon. C'est vraiment génial ce truc. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec Amazon? Et je tombe sur une vidéo de Jeff Bezos. On lui a posé la question comment il a monté Amazon, c'est quoi son concept, etc. Il dit, moi, il n'y a pas de trucs spéciaux dans Amazon, il n'y a rien de spécial, on vend tout et n'importe quoi. Sauf que chez nous, la chose la plus importante pour nous, c'est le client. Point. Il n'y a pas de discussion. Nous, c'est service client à la perfection ou rien. J'ai vu cette vidéo. Et même, il t'explique qu'à chaque réunion chez Amazon, il y a une chaise vide. Ouais. Tu l'as vu, ce truc? Non. Il dit, il y a une chaise vide dans la réunion. Il y a 10 personnes, il y a 11 chaises. Et pourquoi tu as une 11e chaise? Pour dire, le client, il est avec nous dans la réunion. Donc, tout ce qu'on doit décider, c'est pour ce client-là. Mais tu vois, ça me fait à chaque fois des frissons de parler de ça parce que c'est vraiment ma vision des choses dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que le client, c'est le centre de mon truc. C'est pas juste chez nous, les clients et rois. Chez nous, ou c'est vrai ou c'est faux. Tu vois, et même si on fait des erreurs avec les clients, moi je fais plein d'erreurs, il y a plein de trucs que j'ai ratés. Avec ceux qui font pas, qui font pas d'erreurs. Ouais, c'est ça. On fait plein d'erreurs, mais la première pensée, c'est pas de faire cette erreur, tu vois, ou de pas rater. Des fois, tu prends un client alors que tu n'aurais pas dû, et à la fin, tu le déçois parce que tu savais qu'il n'allait pas le prendre, mais il a insisté, etc. Mais le principe même de Steve Jobs, de Jeff Bezos, c'était ça. Et donc ces 3 trucs-là, c'est les trucs pour moi les plus importants que j'essaie d'implanter dans chacun de mes business, dans chacune de vidéos que je fais, ce truc-là. Et donc, si je dois parler avec ces gens-là, je dis, mais d'accord, mais comment t'as implanté tous ces systèmes? Quel courage t'as eu pour le faire? Comment ça a marché au final? Ces gens-là, c'est les gens les plus intéressants de la planète. Ils ont fait bouger le monde entier. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais grâce à Amazon, tu le fais, tu vas dire les micros, là, tu l'as eu par Amazon, ça marche, c'est Amazon. L'iPhone, c'est Apple. Et après, on va mettre le podcast sur le Drive, le Google Drive, voilà. Donc, tu vois, notre vie, c'est ces 3 boîtes-là. Et donc, il y a plein d'autres boîtes intéressantes, hein, mais il n'y a pas des boîtes qui vont changer notre vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Et ils ont raison sur ces 3 bases. Et Google avait raison sur cette base-là. Apple, il a raison sur ces histoires de stylet. Et Steve Jobs, il a raison sur le service client. Et en fait, on se prend la tête sur des techniques de vente ou ce que tu veux. Moi, j'ai pris, par exemple, le principe de Jeff Bezos dans ma boîte. Et c'est actuel. Je leur promets quelque chose. Moi, je leur promets quelque chose. Il me demande combien de clients il dit, moi, je voudrais bien avoir 20 clients par mois nouveaux. Je fais mes calculs, combien de personnel je dois mettre, les techniques de travail qu'on doit mettre en place, etc. Il dit, ça te coûte tant. Ok? Il me dit, c'est cher. Oui. Mais moi, je garantis le résultat. Si jamais ça marche pas, je te rembourse tout.
Et là, c'est du Jeff Bezos direct. Ça vient pas de moi, c'est Jeff Bezos. Ouais. C'est cher. Après, combien tu gagnes en plus? Mais ça vient de cette leçon avec le bras. Tu vois? Si t'es pas content, je te rembourse. C'est bon, on fait pas chier. On va pas s'engueuler. On va pas aller au tribunal, tu vois? Et ça suffit comme garantie. J'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit d'autre. Alors, bien sûr, il y a des conditions, etc. Mais sur le principe, moi, je veux que mon client soit satisfait quoi qu'il arrive. Parce que je pars du principe que s'il est content, il va m'amener des clients. Même s'il n'est pas content, j'ai envie de pouvoir me lever le matin, me regarder dans la glace, dire que j'ai truandé des personnes et qu'il puisse rien dire de moi, de mal. J'ai pas envie. Dis des choses bien ou ferme ta bouche, mais pas des choses mal. Ah, et surtout pas des choses mal que c'est moi qui crée. Je peux pas créer mes propres problèmes du futur, tu vois. Donc voilà, ça c'est les 3 personnes à qui je voudrais dire. Eh ben écoute, merci Daniel pour ta venue chez nous. J'ai kiffé le podcast. Je crois que c'est le plus long de l'histoire de Plus belle la vente. Il va faire quoi, 1h20? On a parlé de vente. Un petit peu. On a parlé de choses qui servent à la vente. Merci beaucoup pour ta venue. Merci à toi. C'était cool. Merci. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plus belle la vente. J'espère que vous aurez kiffé autant que moi. On remercie Daniel.